Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Et aujourd'hui, un numérique pour tous dédié à la voiture autonome. En effet, ces engins numériques sont aujourd'hui à l'agenda des stratégies d'innovation de tous les grands constructeurs automobiles. Alors, où en est-on du développement de ces fameuses voitures chez les grands constructeurs? Jusqu'où est-on prêt à confier sa sécurité à une intelligence artificielle? Et comment repenser nos routes pour accueillir ces nouvelles mobilités? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial véhicule autonome, c'est parti et c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial voiture autonome. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Rameau. Bonjour. Marc, bonjour. Vous êtes directeur de projet de haute technologie dans une grande entreprise industrielle française. Et comme on aime bien commencer par la définition dans le numérique pour tous, j'aimerais qu'on s'entende sur le terme. Qu'est-ce qu'on appelle un véhicule autonome, Marc ? Alors la voiture autonome, c'est au départ un rêve. C'est le fait de pouvoir, à la limite, consulter son téléphone portable, lire un bouquin, même dormir, voilà, pour éviter de perdre du temps. Vous savez que ça parle à tout le monde. Tout le monde perd beaucoup de temps dans les embouteillages et on aimerait bien pouvoir réutiliser ce temps, regagner ce temps à l'intérieur d'une voiture qui redevient un salon, un habitacle très confortable. Mais apparemment, elles n'ont pas toutes le même degré d'autonomie. Alors, il y a des degrés. C'est-à-dire qu'effectivement, avant de faire une autonomie complète et avant d'atteindre ce rêve, ce qu'il faudrait faire, c'est petit à petit y aller. C'est ce qui est déjà le cas. Donc, il y a des degrés de 0 à 5 d'autonomie. 0, c'est pas du tout d'autonomie de la voiture, c'est-à-dire que tout est sous la responsabilité du conducteur. C'est la conduite qu'on connaît. Niveau 1, ça veut dire qu'il y a une intervention passive, ça peut être le limiteur de vitesse. Donc la voiture intervient, mais sur quelque chose où elle ne prend pas d'initiative particulière. Niveau 2, ça existe déjà, c'est ce qu'on appelle les ADAS, c'est-à-dire l'assistance à la conduite. Donc, ADAS, juste pour... Alors, Advanced Driver Assistance System. D'accord. Donc, on les connaît déjà, hein, cette série sur pas mal de véhicules. Ça peut être le freinage d'urgence, ça peut être le cruise control, l'adaptative cruise control, ça peut être quelque chose qui vous ramène dans la voie aussi, lane keep assistant, ça peut être le contrôle sous virage. Donc là, ça veut dire que la voiture intervient sur votre conduite. Vous en gardez la responsabilité, c'est vous qui êtes maître de votre véhicule, vous regardez ce qui se passe sur la route, vous êtes maître du volant. Par contre, la voiture va corriger une trajectoire, elle va tout de même intervenir un petit peu sur ce que vous faites. Ça, c'est le niveau 2. Niveau 3, à partir de là, c'est très important parce que quand vous êtes en niveau 3, la responsabilité passe au constructeur et non plus au conducteur. Et donc ça fonctionne pas encore, hein. Alors, ça fonctionne. Mercedes en fait, et ça roule déjà en Allemagne et dans certains États des États-Unis, et également Honda. D'accord. Le principe du niveau 3, c'est que vous avez le droit de quitter la route des yeux. Donc vous pouvez regarder par exemple une vidéo sur l'écran de contrôle de préférence. Dans le niveau 3, vous pouvez être rappelé à n'importe quel moment par la voiture. Vous devez reprendre le contrôle du véhicule. Et si vous ne l'avez pas fait entre 3 et 10 secondes, à ce moment-là, la voiture d'elle-même va faire une manœuvre de mise en sécurité. Elle va vous mettre sur le bord de la route, sur... la voie de sécurité, si vous n'avez pas repris le contrôle du volant. Alors très concrètement, on a pas mal d'acteurs internationaux comme Apple et Google qui travaillent sur le sujet, Mercedes aussi. Qui est le plus en avance aujourd'hui et qui peut proposer des produits niveau 5 peut-être ? Alors si on parle de degrés, donc effectivement j'avais pas terminé. Niveau 4, c'est l'autonomie où vous pouvez lire, dormir, etc. Et niveau 5, il y a carrément plus de conducteurs dans la voiture. Ça c'est une utopie aujourd'hui ou c'est une réalité ? Aujourd'hui, c'est une utopie. Aujourd'hui, il n'y a aucun véhicule de niveau 4 qui fonctionne sur la route. Vous avez des fonctionnalités niveau 4. Donc, un des plus avancés, c'est Waymo, donc les véhicules de Google, qui a des fonctionnalités de niveau 4, mais toujours sur la supervision humaine. Autrement dit, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un, un humain à bord, qui puisse reprendre ce que fait le véhicule. En niveau 3, donc Mercedes et Honda, qui sont les premiers à avoir homologué complètement des véhicules niveau 3 qui peuvent rouler concrètement sur des routes. Tous les autres sont sur du niveau 2. Y compris Tesla. Contrairement à ce que l'on pense, Tesla n'est pas si avancé que ça en véhicule autonome, donc qui profite d'un biais ou d'un flou un petit peu sur la juridiction.
Parce qu'il propose des fonctionnalités niveau 4. Par contre, si vous arrivez à un accident avec, vous êtes légalement sous un contrat de niveau 2. Donc, c'était à vous de faire attention et de reprendre le contrôle du véhicule si nécessaire. Alors, j'ai envie de vous demander, parce qu'on parle de véhicules autonomes, et il y a aussi ce qu'on appelle les véhicules intelligents. Vous pouvez nous aider à faire la différence et nous dire ce sont les mêmes équipes au niveau des industriels qui travaillent sur ces deux types de véhicules? En fait, au départ, on s'est dit on va confier le développement du véhicule autonome à tous les spécialistes des ADAS, justement, dans tout le véhicule assisté. Ça a été un petit peu une erreur. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Vous êtes sur une autoroute et puis il y a une voie d'insertion à droite avec des gens qui s'insèrent. Vous avez plusieurs... je pense que tout le monde l'a vécu sur une voie d'insertion. Soit vous laissez passer la personne qui est sur la voie d'insertion parce qu'elle est un petit peu en avance et puis elle arrive un petit peu en bout de voie d'insertion, donc vous la laissez passer. Soit c'est vous qui passez, soit ça arrive assez souvent, notamment quand il y a pas mal de gens sur la voie d'insertion qui font pression, c'est vous-même qui allez vous déporter, un petit peu comme un banc de poissons, sur la voie du milieu pour laisser passer. Soit, enfin, vous pouvez faire aucun de ces cas de figure-là. C'est-à-dire qu'il y a du monde sur la voie du milieu, vous avez quelqu'un devant vous, vous avez quelqu'un derrière vous éventuellement qui vous colle un peu. On l'a tous vécu, ouais. On l'a tous vécu. Et qu'est-ce que vous faites? Que fait un bon conducteur? Il va pas simplement piler par rapport à ceux qui sont sur la voie d'insertion. Il va par exemple envoyer des petits coups de frein pour utiliser ses warnings pour dire à celui qui est derrière « Attention, je vais devoir ralentir parce que là, j'ai des gars qui mettent la pression sur la voie d'insertion. » Donc vous voyez que on utilise un véhicule quand on conduit. Quand on fait des manœuvres, c'est pas que des manœuvres physiques. On l'utilise pour manifester nos intentions auprès des autres conducteurs. Donc toutes les manœuvres mécaniques que vous faites ne sont pas des manœuvres physiques objectives. C'est aussi presque un langage que vous employez quand vous êtes à 18h aux heures de pointe à la Porte-Maillot. Eh bien, vous faites tout un tas de petites manœuvres pour faire comprendre aux autres ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez dire, c'est que la logique de construction en fait qui est en amont de ce type de véhicule est différente sur un véhicule intelligent et sur un véhicule autonome. C'est un peu ce que vous évoquez. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, sur un véhicule assisté pour des professionnels des ADAS, c'est un problème de physique, un problème d'ingénieur, un problème de cinématique. On a croisé ce monde-là avec un autre monde qui est d'utiliser l'IA et sur un problème qui est presque un problème de linguistique. C'est quoi le langage que l'on parle sur la route quand on veut faire comprendre ses intentions aux autres conducteurs? Ça va très loin parce que même si vous conduisez à Paris ou à Nice, c'est pas tout à fait le même mode de conduite. Les anticipations des autres ne sont pas les mêmes. Il faut en tenir compte parce que finalement, concrètement, ça a des conséquences pour avoir des accidents ou pas, si vous êtes en décalage par rapport aux anticipations des autres. Donc il faut des équipes mixtes, avec à la fois des gens qui travaillent sur de l'IA moderne, intelligence artificielle, et des gens qui travaillent aussi sur les ADAS, parce qu'on a encore besoin des ADAS, parce que parfois quand ADAS, vous êtes pour nos auditeurs... Donc, excusez-moi, donc c'est l'assistance à la conduite. Donc freinage d'urgence, correction sous virage, etc. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en situation d'urgence, eh bien, on cède le mode autonome à un mode d'urgence. Exactement comme dans le cerveau, c'est votre cerveau reptilien qui va intervenir. Quand vous êtes en situation d'urgence, c'est votre instinct de survie, instinct de conservation. Là, c'est pareil. De temps en temps, le véhicule autonome repasse directement aux ADAS quand on est dans ces situations. Donc, il faut faire travailler des équipes mixtes. Concrètement, vous pourriez nous dire ce que fait un véhicule autonome que ne fait pas un humain et vice-versa pour qu'on ait une vision très claire? Et typiquement, justement, quand vous traversez la Porte-Maillot à 18h, un véhicule autonome, même les meilleurs, actuellement, se planterait complètement. C'est-à-dire qu'il aurait un taux d'accident, un taux de problème grave, finalement, beaucoup plus important qu'un être humain. En conduite de ville, dès que vous avez par exemple de la circulation à double sens, ça nous est tous arrivé d'être dans une ruelle étroite qui est réputée être à double sens. Il y a un petit dialogue, même éventuellement visuel, entre les deux conducteurs qui se produit pour savoir qui va passer en premier. Donc vous négociez et vous interprétez les intentions de l'autre. Ça, c'est quelque chose que pour l'instant les humains font beaucoup mieux que la voiture. Ce que la voiture fait mieux que les humains, c'est qu'en termes de perception, comme elle est bardée de radars, lidars, caméras, etc., elle peut percevoir beaucoup mieux et avec beaucoup plus d'anticipation, y compris par exemple quand on est de nuit. Vous avez évoqué l'intelligence artificielle qui anime et permet justement cette mobilité. Concrètement, expliquez-nous simplement comment justement l'intelligence artificielle accompagne le fonctionnement de ces véhicules autonomes. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle? C'est que justement on doit décrypter les intentions. Ce n'est plus un problème uniquement mécanique, physique, de calcul de trajectoire. On doit commencer à par exemple, être en situation de négociation de conduite. Donc, vous avez des systèmes un petit peu comme ce qui est utilisé pour les jeux, sur le jeu d'échecs, avec un système de score qui est à maximiser en fonction de la difficulté de la situation. Donc, des technologies qui ne sont plus uniquement des technologies classiques de l'ingénieur. On a besoin de l'IA.
Notre application de l'IA qui est bien connue, c'est la reconnaissance de l'écriture manuscrite parce que vous avez ce qu'on appelle du pattern matching. Vous essayez sur une foultitude de reconnaissance des formes. D'accord. Donc sur une foultitude de formes qui se ressemblent mais qui sont pas exactement les mêmes sur des millions et des millions de formes, l'IA parvient à dire ça ressemble plutôt à telle ou telle situation. On en a besoin sur la route parce que vous n'avez jamais exactement une situation qui ressemble à une autre. Dites-nous Marc, on a déjà du mal à adopter la voiture électrique, hein, il faut des subventions, tout le monde ne peut pas s'offrir justement ce type de véhicule. Comment on va gérer cette équation maintenant en passant et en montant en gamme, on va dire, avec des véhicules qui sont hyper connectés et sophistiqués? Alors pour l'instant c'est assez élitiste, hein, sur la Mercedes classe S ou EQS, c'est une option qui va dans la bagatelle d'un petit peu plus de 5 000 €. Alors maintenant quelqu'un qui achète une classe S ou une EQS, je pense qu'il a les moyens. Donc pour l'instant, c'est une solution un peu élitiste. De plus en plus, ça va se démocratiser puisque les capteurs, radar, lidar, etc., sont à des coûts moindres. Donc on peut espérer qu'il y ait une baisse du coût des composants. Et puis de plus en plus, on est sur des solutions maintenant où on achète de la mobilité plus que d'acheter un véhicule. Donc on va avoir des solutions d'abonnement. Par exemple, Renault a une marque dédiée qui s'appelle Mobilize, qui permet justement leur principe, c'est Vehicle as a Service. Donc ce n'est plus une voiture que vous détenez, mais simplement vous achetez un certain nombre de prestations. Et parmi ces prestations, on peut imaginer que le véhicule autonome en fera partie. Vous mentionnez là quelque chose qui ressemble un petit peu au signal faible et effectivement on parle beaucoup de véhicules autonomes, mais certains signaux faibles nous disent que la nouvelle voie va peut-être venir des infrastructures. Je m'explique concrètement. En fait, on va plus acheter une voiture, on va acheter du temps ou un siège dans un wagon qui sera mobile sur une route. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Absolument, parce que c'est tellement difficile, on n'arrivera peut-être jamais à faire une voiture qui se débrouillera à la porte-maillot à 18h. Donc peut-être que la solution, c'est d'avoir des voies dédiées, c'est-à-dire qu'on diminue la complexité du problème. On a des voies où, quelque part, vous pouvez vous mettre en convoi, votre voiture devient un wagon. Et là, vous pouvez rouler en toute sécurité à 300 à l'heure sur ce wagon parce que vous êtes sur des rails. Et vous remontez la 86, la 6 à toute vitesse. C'est ce que veulent les gens. C'est-à-dire le véritable besoin, c'est pas forcément un véhicule autonome qui soit capable de se débrouiller dans n'importe quelle situation. Sur le premier kilomètre, vous voulez conduire votre voiture parce que vous en avez besoin pour faire un petit détour. Sur le dernier kilomètre aussi, pour aller chercher les enfants, une baguette, etc. Par contre, vous aimeriez entre-temps, sur la 86 ou la 6, ne pas perdre de temps. C'est-à-dire là, pouvoir bouquiner, travailler, faire ce que vous voulez. Le tout à 300 à l'heure pour que ça dure le moins longtemps possible et en toute sécurité, avec des voies totalement dédiées où là il n'y a plus aucune interaction avec des véhicules conduits par des humains, là ce serait possible. Mais effectivement, c'est un très gros travail d'infrastructure. Donc l'avenir n'est pas forcément celui que l'on imagine. Merci beaucoup Marc, restez avec nous. Dans quelques minutes, nous tenterons de comprendre ce qu'il se passe si un véhicule connecté subit une cyberattaque, mais aussi comment les villes doivent être repensées. Le numérique pour tous spécial véhicule autonome, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous spécial véhicule autonome, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Martin. Christophe, bonjour. Vous êtes directeur commercial dans le domaine des véhicules connectés, électriques et autonomes au sein du groupe Thales. Alors justement, avant de commencer, quel est le rôle de Thales dans le domaine de la mobilité? Bonjour. Eh bien, Thales accompagne les constructeurs automobiles depuis une quinzaine d'années dans le domaine de la connectivité et de la cybersécurité. Donc nous appuyons sur ces deux piliers. La connectivité, en fait, la grande majorité des véhicules qui sortent aujourd'hui sur le marché sont connectés et c'est une tendance qui va aller évidemment en augmentation, notamment avec l'avènement du véhicule autonome dont on vient de parler. Dès aujourd'hui, ces véhicules utilisent la connectivité pour différents usages. Le premier d'entre eux a été la possibilité pour un véhicule d'émettre des appels d'urgence. Mais il y a également d'autres usages qui sont passés aux monnaies courantes, comme la remontée de données télématiques par les constructeurs pour, par exemple, faire de la maintenance prédictive. Il y a également maintenant la possibilité pour les véhicules de se remettre à jour en termes de logiciels extrêmement souvent. Donc tout ça utilise du réseau, bien entendu. Puis il y a de nouveaux usages liés, on va dire, à la consommation des données par les consommateurs, par les usages de plus en plus fréquents du streaming vidéo, audio et ce genre de choses. Donc Thales, dans ce domaine de la
connectivité fournit une technologie de carte SIM qui a été conçue spécialement pour l'automobile, qui permet notamment de pouvoir remettre les abonnements téléphoniques qui sont à l'intérieur de la carte SIM à jour, à distance, et ce qui permet aux constructeurs automobiles sur ce sujet de garder une certaine souveraineté et flexibilité vis-à-vis des opérateurs téléphonie mobile, tout en maîtrisant leurs coûts de connectivité qui vont croissant. Alors Christophe, il y a un sujet qui est très important. Alors certes, la sécurité des passagers est un véritable enjeu, mais dans le domaine de la mobilité, la cybersécurité, comme vous le dites, l'est aussi. Et pourquoi un véhicule autonome est si complexe et il y a tant de portes que l'on peut ouvrir, sans mauvais jeu de mots, justement, pour aller contre cette sécurité? Ce qu'on observe, c'est que le niveau de complexité des architectures électroniques des véhicules est en croissance constante depuis quelques années. Et effectivement, avec l'avènement du véhicule autonome, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. On voit bien qu'il y a énormément d'électronique et énormément de logiciels à l'intérieur. Qui plus est, le véhicule évolue aujourd'hui dans un écosystème d'absolue connexion, pas seulement sur la connexion du véhicule sur un réseau GSM qu'on a évoqué rapidement. Le véhicule est aujourd'hui connecté en Bluetooth, par exemple, pour interagir avec les smartphones des véhicules. Il est connecté en Wi-Fi pour faire la mise à jour à domicile ou ailleurs. Il peut être connecté avec des technologies comparables à celles que l'on emploie dans les cartes bancaires sans contact, qu'on appelle le NFC aujourd'hui. Il est connecté de plus en plus sur les infrastructures dites V2X de communication véhicule-véhicule ou véhicule-infrastructure. Et dans l'avenir, il sera vraisemblablement connecté aussi à des réseaux non terrestres, dits réseaux satellites. Donc c'est un bonheur pour les hackers, en fait. Donc tout ça constitue en effet autant de portes ouvertes pour les hackers. C'est extrêmement tentant. Si on associe le nombre de voies possibles d'accès à la complexité de la machine, c'est extrêmement tentant, effectivement. Mais ça veut dire que donc à terme, tous les véhicules autonomes vont être élaborés en ayant pris en charge tous les types de risques cyber. C'est difficile à concevoir. Alors, c'est une très bonne question, parce que là, on est toujours dans une course très classique de l'armement versus la protection. Donc là-dessus, il y a un certain nombre de règles que sont déjà fournir dès sa production un véhicule qui soit à l'état de l'art en termes de cybersécurité. C'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est être capable d'anticiper, de bien comprendre l'évolution des menaces et d'être également extrêmement flexible. Donc dans ce domaine, sur l'état de l'art, nous, en tant que player, on va dire acteur neutre sur ces sujets, on observe que les constructeurs auto sont aujourd'hui à l'état de l'art. Quand les véhicules sortent d'usine aujourd'hui, ils sont quand même prémunis contre la grande majorité des menaces. Ce sont des véhicules extrêmement sûrs en termes de cyber qui sortent sur le marché. On peut ajouter à ça que les constructeurs ne sont pas seuls dans cette course à l'évolution cyber, puisque la réglementation, quelque part, notamment la réglementation européenne, les y aide, puisque elle a mis en place depuis un certain nombre d'années des cadres de travail pour permettre aux constructeurs de mettre en place des systèmes de gestion de cybersécurité, donc justement pour protéger, détecter, réagir. D'ailleurs, Thales a passé récemment une certification à ce sujet. Je vous interromps, mais on n'est quand même pas à l'abri d'un hacker malveillant qui voudrait compromettre une flotte de véhicules comme il le fait sur un hôpital ou une collectivité et qui bloque tous les systèmes. Alors, on n'est jamais à l'abri. Ce qui compte, c'est d'être à l'état de l'art. Ils le sont, et c'est également d'être évolutif. Alors aujourd'hui, les véhicules sont capables de se remettre à jour en termes de logiciels à distance. On a des constructeurs qui font maintenant des remises à jour extrêmement fréquentes, de l'ordre de 20 ou 30 par an. On considère que la plupart des attaques peuvent être contrées par le logiciel, donc la mise à jour va permettre une fois que l'attaque est détectée, de trouver le palliatif et de le mettre à jour. Il y a un point aussi extrêmement important, parce que vous le soulignez, on ne peut pas à l'instant T, en 2023, prévoir ce que seront les attaques dans 15 ans, puisqu'un véhicule, ça dure entre 15 et 20 ans, même si ça change de main plusieurs fois. Donc là, c'est l'anticipation qui compte. Mais les pires scénarios que vous pourriez imaginer, vous en auriez un ou deux en tête déjà ? Le pire scénario qu'on puisse imaginer, si on se projette dans le cadre d'un véhicule autonome qui est capable de transporter ses passagers sans intervention humaine, c'est une prise de contrôle sur les systèmes
système. Mais enfin, je pense qu'on est quand même encore dans le domaine de la science-fiction sur ce type d'attaque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille déjà avec les constructeurs pour vous dire le niveau d'anticipation qu'ils ont sur la question. C'est une question qui est extrêmement prise au sérieux. Déjà sur des technologies qui sont relatives à l'ordinateur quantique. Où on sait que dans quelques années arrivera sur le marché de nouvelles gammes d'ordinateurs capables de casser tous les codes cryptologiques que nous utilisons aujourd'hui. On travaille d'ores et déjà avec certains constructeurs pour les préparer et établir avec eux des règles à tenir et insérer progressivement de nouvelles technologies pour tenir à ce genre d'attaque. Alors derrière tout ça, Christophe, j'ai envie de vous poser une question, c'est que tout ça est consommateur de data, mais aussi d'énergie, et dans un contexte où on fait attention et de plus en plus, on aspire à une forme de frugalité. Quel est l'intérêt de transformer les voitures en smartphones, on va dire, sur roue, parce que on va commencer à consommer de plus en plus de 5G, de 6G peut-être, oui, c'est datavore tout ça. Alors smartphone sur roue, effectivement c'est une belle image. Bon, je dirais que de toute façon c'est notre quotidien dans son ensemble qui est en train de se numériser ou de se digitaliser. La voiture n'échappe pas à cette tendance. Au-delà de l'objet de mobilité, les gens attendent une expérience utilisateur qui soit effectivement comparable à celle d'un smartphone. Ils attendent que ça se remette à jour tout seul. Ils attendent également que progressivement, et ça sera une tendance notamment avec le véhicule autonome, que le véhicule se transforme en lieu de loisir quelque part. Donc c'est une tendance qui entraîne progressivement les constructeurs qui en ont pris conscience à opérer une sorte de pivot numérique et donc effectivement à être confrontés à un certain nombre de challenges en termes d'organisation, en termes de recrutement de nouveaux talents. La plupart d'entre eux embauchent énormément d'ingénieurs logiciels, d'ingénieurs cyber. Ce sont des ressources qui restent malgré tout assez rare. Et donc pour beaucoup d'industriels, une des options face à ce changement est aussi de nouer des partenariats stratégiques. Alors justement, j'allais vous poser la question, Marc ou Philippe. Est-ce qu'on peut se dire justement dans cet enjeu numérique qu'il y a un champion européen qui peut émerger? Parce qu'on a entendu parler des Américains avec Tesla, on entend parler des Chinois, il y a des partenariats peut-être avec des Google ou des Amazon. D'où va venir un petit peu l'issue et le champion, on va dire, international dans cette tectonique, on va dire, industrielle? Eh bien, très probablement de l'association d'un pure player et d'un constructeur automobile traditionnel. Parce qu'effectivement, l'automobile, c'est tout de même un produit assez particulier. C'est un des rares produits de consommation courante auxquels vous confiez votre vie. Donc, si on prend Tesla est remarquable en termes de remontée de données. Vous employez le terme de smartphone sur roue. Ça s'applique très bien les Tesla. Donc, ils remontent en temps réel des tas de choses pour améliorer leur conduite. En revanche, ils ont des problèmes très terre-à-terre d'après-vente, de maintenance, parce qu'une voiture, c'est aussi quelque chose qui vieillit, qui se corrode, etc. Donc il faut l'association de l'industrie classique avec des professionnels de l'IA. Et c'est ce vers quoi beaucoup de constructeurs traditionnels, historiques vont. Vous citiez effectivement Stellantis, Amazon, Renault, Google. Probablement ça va déboucher à partir de là, sans compter la concurrence chinoise. Et alors du souverainisme, alors comment on va gérer cet enjeu justement qui associe et qui remet en question en fait certains partenariats? Eh bien c'est un sujet sur lequel la souveraineté industrielle est plus que jamais importante, comme on le disait la semaine dernière, puisque ça va associer et également, comme vous le disiez tout à l'heure, des véhicules autonomes, connectés, électriques. Donc avec 3 forts enjeux finalement sur la digitalisation et la transformation digitale de notre quotidien. Donc nécessité absolue d'être présent et d'être parmi les premiers. La France a les moyens encore, et il faut jouer cette carte, d'être souveraine dans ce domaine. Et justement, donc, est-ce que le métier de constructeur automobile va se réinventer, Marc, dans ce contexte? Il se réinvente déjà, c'est-à-dire que de toute manière, vous regardez chez tous les constructeurs, ils annoncent tous des restructurations très importantes. Ils ont des pôles qui sont consacrés beaucoup plus à la digitalisation, beaucoup plus à la recherche en IA, mariés avec leur ingénierie classique. C'est ce qui fait d'ailleurs ce métier passionnant, puisque c'est la rencontre du meilleur des deux mondes. La régulation, on n'a pas évoqué le sujet. Est-ce qu'elle est favorable en Europe au déploiement? Parce que certes, il y a la régulation, mais il y a aussi tout l'aménagement urbain qui va être le corollaire. Et là, tous ne sont pas au même niveau de maturité.
Alors je dirais qu'on est un petit peu entre deux extrêmes, c'est-à-dire aux États-Unis où c'est un peu le Far West, où vous avez Tesla qui met quand même son autopilot en bêta version, testé et c'est tout à fait autorisé. En Europe, où on est peut-être un petit peu trop restrictif, encore que ça se soit assoupli justement, puisque c'est depuis le milieu de l'année dernière qu'on peut faire circuler des véhicules de niveau 3. Il faut probablement un entre-deux, c'est-à-dire quelque chose qui admette les expérimentations. Vous avez par exemple sur le plateau de Saclay des expérimentations de robotaxi, donc sur des flottes de 100, 200, 300 véhicules. Des choses souvent liées d'ailleurs au transport public, donc qui sont proposées à titre de service pour des usagers. Je pense que c'est en y allant petit à petit, par petits pas, on arrivera effectivement à accoutumer les gens aux véhicules autonomes. Et la réglementation doit évoluer dans ce sens-là. Merci beaucoup Marc, Christophe pour vos éclairages respectifs. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.